All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Van der Poel, you still have the floor. Thank you, Mr. President. Good morning again. Good morning, everyone. As we stated in our written submissions and reiterate, the evidence in this case proves aggravating circumstances in respect of the acts and conduct of the defendants. First, the crimes to which they contributed were fundamentally motivated by a discriminatory intent. An intent that they either harbored personally or were aware that the anti-Balaka elements had and acted on in committing the crimes. The nature of the crimes and the discriminatory manner in which they were carried out systematically by the anti-Balaka against vulnerable Muslim civilians in Western Central African Republic is clear on the evidence at trial. It is irrefutable. And it's also substantiated by the members of the anti-Balaka themselves, the insiders who appeared during the course of the trial and had the courage to admit their conduct and the conduct of members of the group. While the sentiment that drove the anti-Balaka to almost unimaginable retributive collective violence against Muslims of all walks of life in Western CAR on account of their perceived support of the Seleka and their perceived complicity in the crimes that the Seleka committed might be explainable. It is in no way justifiable. It is in no way defensible, and it remains nevertheless discriminatory. Moreover, as both the accused, Mr. Yekatom and Mr. Ngaisona, had the wherewithal to know this every step of the way, their own conduct in contributing to the commission of such crimes is an aggravating circumstance. Second, the victims of the charged crimes were particularly vulnerable and defenseless against the anti-Balaka. Women, children, elderly, unarmed civilian victims. Some were killed, some raped, some tortured and beaten. Most expelled through force or the threat of force, ripped from their communities with only the clothes on their backs and no one to defend them. Examine, if you will, the modus operandi of the anti-Balaka attacks. They reveal a deliberate targeting of the Muslim community in Bosangoa, in Bangui, in Boeing, Catin, along the PK9 and Mbaiki axis, and thereafter in the continuation of their Article 7 attack in Yaloke, Karno, Boda, Berberati, Gen. None of this was merely incidental or opportunistic. Instead, it comprised a deliberate pattern of conduct which the charged crimes and defendants' contribution formed a part. Third, the crimes involved a multiplicity of victims, thousands and thousands who were directly impacted and still more indirectly impacted. Their victimizations lasted for a substantial period, and as we noted, the crimes were of such a nature that the interim president, who you heard from in this case, was genuinely concerned about the risk that the Muslim population in the Central African Republic would be no more as a result of the crimes committed by the anti-Balaka. That is one of the reasons why this case was referred to the court in the first place. I mean, the situation.
Also, as we set out in our written submissions, there are no compelling mitigating circumstances. Pretrial custody is not a mitigating circumstance, contra the defense's submission of paragraph 40. The supposed lack of direct intent is not a mitigating circumstance. In these particular circumstances, given the breadth and the number of crimes and the length of period of time over which they have been committed. The impact of Ngaisona's incarceration on his family is not a mitigating circumstance. While an effort to promote peace and reconciliation could be a mitigating circumstance if it is genuine, where public pronouncements are accompanied by conduct which undermines those statements or perpetuates the group's criminal agenda and activities, as was the case in Taylor and is the case here, it is decidedly not mitigating. The evidence is, moreover, that Ngaisona's public statements regarding peace and reconciliation also followed his arrest and release on condition in the Central African Republic in April of 2014. Conditions which he patently violated and was in danger of being jailed over in October 2014. And I will refer the Chamber to CAR OTP 2003 1076 at page 1110, 1110. That document, entitled in French, Ordonnance aux fins de révocation de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, is in evidence. It is dated 25 October 2014, and it purports to revoke the provisional release under judicial supervision of Mr. Ngaisona that was granted to him on the 28th of April 2014 when he was arrested. Notably, in that document, the juge d'instruction observed that Mr. Ngaisona had violated all of the obligations and conditions of his release by making declarations on public and on international and domestic radio stations, by being associated with and in the company of men bearing arms, by holding public meetings, all of which were prohibited, and that was in patent and it was patent and established that he had violated his obligations. You also have the testimony of P952, P876, P2328, all of whom give you insight as to his participation and conduct in the face of the Anti-Balaka's continuing crimes in 2014. Violent crimes, which, as we noted, increased against the Muslim community after he became the group's national general coordinator in January 2014. Mr. Yekaton's position is equally unavailing. His claimed efforts at peacemaking are just not related, are related rather, only to furthering his own political ambitions. Instead of acknowledging their criminal acts and taking responsibility for them, the accused's written submissions set upon minimizing their respective roles in the Anti-Balaka and his commission of the charged crimes. Not unexpectedly, but that's what they do. Downplaying the damage of harm caused by those crimes and repackaging and repainting their prior conduct to the point that it no longer bears any semblance to reality, and certainly not the evidence. Neither of these defendants were peacemakers. That should be obvious. Far from. That is what the evidence of their participation and intent proves overwhelmingly in this case, and that you should consider in fixing an appropriate sentence. The accused have never cooperated in any appreciable measure with the investigation of the charged offenses or with this court. Certainly, they have no obligation to do so. However, it is worth noting that they have not. It also bears reminding that an assessment of an appropriate sentence, including whether it is likely to advance the defendant's rehabilitation, entails an assessment of their conduct while in detention.
I will not belabor the point, but the record of reported violations of and attempts to circumvent the Chamber's order on the conditions of detention, particularly restricting contacts while in detention, are also numerous for both accused. Let me add also that neither accused has demonstrated any remorse for their culpable involvement in and contribution to the commission of the charged crimes. Of course, we recognize that they're presumed innocent, and they don't need to concede their responsibility. However, as their submissions demonstrate, the defendants instead seek to minimize their respective roles and responsibility, even within the Anti-Balaka, in their respective capacities. As a comm zone and commander of over 1,000 Anti-Balaka elements, and as a coordinator and leader of the Anti-Balaka at the national level, respectively. Your Honors, at the end of the day, the sentence that you choose to impose will reflect the seriousness with which this court decides to treat the crimes charged in this case, and the contributive conduct of the defendants to the commission of those crimes. It will reflect the court's consideration of the victims of the Anti-Balaka's crimes as charged, their plight, their suffering, their families, their communities, all of which to this day, in one form or another, endure and cannot be undone. It will reflect the court's consideration of the mandate of this institution and the basis upon which it was founded. The record is large. The evidence is abundant. The crimes are many. The victims are too numerous to count. And the degree of harm caused nearly impossible to fathom. Your Honors, we commend this sentencing to you, knowing that you will exercise your discretion as you should and balance all of the relevant interests to achieve a fair result. Do justice. Mr. President, that concludes our presentation. Thank you for your indulgence. Thank you very much, Mr. van der Poeje. The question is now, we have, it's only 12 o'clock. I think we can start with one of the teams of the victims. Ms. Masida, you're nodding. This means you will start? Then, yeah, Ms. Dusima will have the floor then. Yeah. Yeah. Just wait a second, Ms. Dusima. I'm sorry, Mr. President, you probably noticed the technician. If we could just have like a 5-minute break until the technician fixes my... Absolutely. Thank you. So then we go outside. Please Thank you. let us know immediately when we continue, and don't leave the room, please. Yeah, thank you. All right, veuillez vous lever.
All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Assuming that the technical problems are solved, I give Ms. Tuzima the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, pour l'opportunité que vous nous offrez pour vous adresser aujourd'hui dans le cadre de cette audience au nom des victimes que nous représentons. Tel que nous l'avons indiqué dans nos déclarations de clôture en décembre dernier, les victimes qui participent à cette affaire attachent une grande importance à la justice et ceci inclut bien entendu la détermination d'une peine à l'encontre des deux accusés qui soit adéquate à la lumière de l'ensemble des circonstances pertinentes et proportionnelles aux crimes subis par les victimes. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur nos soumissions écrites déposées en décembre dernier. Cependant, il nous semble important de souligner certains aspects les plus importants pour les victimes que nous représentons. Nous répondrons également à certains arguments avancés par les parties dans leurs soumissions écrites respectives. D'abord, toutes les parties semblent s'entendre sur les principes relatifs à la détermination de la peine. Il ressort en effet d'une analyse de l'ensemble des soumissions écrites que les règles applicables, lues avec les objectifs du préambule du statut de Rome, forment un système complet permettant la détermination d'une peine appropriée. Selon ce système, la Chambre doit analyser et balancer l'ensemble des critères contenus dans les règles applicables et dans l'exercice de sa discrétion, prononcer une peine proportionnelle au crime retenu et à la culpabilité de la personne condamnée. De plus, la Chambre détient également une discrétion sur l'évaluation des éléments pertinents, pouvant ceux-ci être parfois appropriés à plus d'un critère, par exemple, se qualifiant de circonstances aggravantes, mais étant également adéquats à l'analyse de la gravité des crimes, tel que rappelé par la Chambre d'appel. Ce qui importe est que la Chambre de première instance analyse l'entièreté des éléments pertinents en évitant de compter en double tout élément. Les parties et les participants diffèrent toutefois d'opinion sur les objectifs fondamentaux relatifs à la détermination de la peine. La défense de M. Yekatom tente en effet de vous convaincre qu'un des objectifs fondamentaux serait sa réintégration et que la détermination de la peine devrait avoir comme objectif de contribuer au maintien de la paix et à la réconciliation nationale.
il suffit de voir le paragraphe 7 de la soumission de M. Yekatom. M. Ngaïsouna, quant à lui, soutient que ces possibilités de réhabilitation sont exceptionnellement positives et que cet aspect devrait être considéré par la Chambre dans sa détermination de la peine appropriée. Confère paragraphe 37 à 38 des soumissions de M. Ngaïsouna. Les victimes rappellent que dans le système de la Cour, les objectifs fondamentaux de la peine sont la rétribution en tant qu'expression de la communauté internationale de condamner les crimes relevant de la compétence de la Cour et la dissuasion en vertu de laquelle une peine doit être adéquate afin de décourager des récidives par la personne condamnée ou toute autre personne qui considérerait la commission de tels crimes. Confère soumission des représentants légaux des victimes des autres crimes au paragraphe 12. Si la réhabilitation peut également être considérée comme un objectif de la détermination de la peine, mais la jurisprudence reconnaît qu'il ne faut pas accorder un poids excessif à cet objectif dans le contexte des crimes jugés par la Cour, comme souligné dans le jugement sur la peine dans l'affaire Taganda au paragraphe 10. Or, c'est justement ce que les accusés vous demandent. Je voudrais aussi rappeler que celui-ci n'est pas primordial, comme souligné dans la décision d'appel sur la peine dans l'affaire Bimba et autres, au paragraphe 205. Les victimes maintiennent leur position selon laquelle une peine exemplaire représente la seule option capable de reconnaître pleinement les préjudices dont elles ont souffert du fait de la commission des crimes et qui respecterait l'objectif de la lutte contre l'impunité tout en dissuadant toute autre personne de commettre l'irréparable de nouveau. Cette constatation représente une des, sinon la considération la plus importante dans la détermination de la peine appropriée. Messieurs Yekatom et Ngaïsouna tentent tous deux de minimiser la gravité des crimes en argumentant que la base factuelle de plusieurs infractions est la même. Nous nous référons au paragraphe 13 des soumissions de M. Yekatom et au paragraphe 20 à 26 des soumissions de M. Ngaïsouna ainsi qu'à l'annexe A. Or, la jurisprudence de la Cour reconnaît que la concurrence des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est permise puisque les différentes infractions protègent des intérêts différents, à savoir la protection contre les crimes commis en temps de guerre ou en cas d'attaque systématique ou généralisée à l'encontre d'une population civile et innocente pour les crimes contre l'humanité. Nous vous renvoyons ainsi aux soumissions des représentants légaux des victimes des autres crimes au paragraphe 21. Ainsi, dans l'éventualité
où les crimes retenus se qualifient autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, les victimes soutiennent, contrairement aux arguments de la défense, que ce facteur devrait être considéré comme accentuant la gravité globale des crimes plutôt que de la diminuer, de la réduire. La défense de M. Yekatom tente également de réduire ou minimiser la gravité de la déportation et du déplacement forcé en lien avec les crimes commis le 5 décembre 2013 à Bangui et dans les villes et villages sur l'axe PK9 Mbaïki, en soutenant que certaines personnes ayant été forcées de quitter leur maison ont réussi à y retourner ou à simplement retourner en RCA, se référant ainsi à des rapports qui datent de 2015-2016. Vous retrouverez cela dans les soumissions de Yekatom au paragraphe 20. La réalité est pourtant complètement différente. Premièrement, les éléments de preuve au dossier sont clairs, à l'effet que la grande majorité des victimes ayant été forcées de quitter leur maison n'ont toujours pas, plus de 10 ans après les faits, été en mesure d'y retourner. Cet élément doit être considéré dans l'analyse de la gravité des crimes. Deuxièmement, le simple fait de retourner dans leur pays d'origine sans être en mesure de regagner effectivement leur propre maison avec les mêmes moyens qu'ils avaient avant d'être forcés de quitter, ne peut raisonnablement être un argument plaidant pour la diminution ou la réduction de la gravité des crimes. Bien au contraire. Troisièmement, et finalement, la preuve relève que les personnes qui ont réussi à retourner dans leur ville ou village ou leur région d'origine ont connu plusieurs difficultés majeures afin de s'y rétablir et de trouver ou de retrouver un emploi, notamment du fait que leurs maisons ont été occupées pendant leur absence et ou pillées et ou détruites du fait qu'ils ont tout perdu en quittant leur milieu de vie habituel. À cet effet, nous nous renvoyons au témoignage de P2353, P2354, P2389 et CAR OTP 2104-0033-PRV. Concernant la destruction de la mosquée de Boeing, et contrairement aux arguments avancés par la défense de Yekatom, le fait qu'elle ait pu être reconstruite ou qu'il y ait eu d'autres mosquées dans les environs, confère soumission de Yekatom au paragraphe 18, ne devrait en rien diminuer la gravité du crime résultant de la construction de cet édifice religieux. Ceci est particulièrement important eu égard à la signification particulière pour les victimes de Boeing que cette mosquée avait et du fait, comme l'ont souligné certaines victimes, que la destruction des mosquées avait eu
un effet sur la perte de religiosité par la communauté musulmane. Nous en avons parlé dans notre soumission au paragraphe 38 à 39. Concernant le degré de participation des accusés et la manière dont ceux-ci ont contribué au crime, nous nous référons aux paragraphes 40 à 46 de nos soumissions écrites. Toutefois, et contrairement à la position de la défense de M. Yekatom, il est important de rappeler que M. Yekatom détenait une autorité absolue sur les membres de son groupe, qu'il avait un lien de proximité important avec les crimes commis, notamment du fait qu'il était directement sur le terrain, confère nos soumissions de l'accusation, au paragraphe 513 à 514. Les arguments selon lesquels l'implication de M. Yekatom dans l'attaque du 5 décembre 2013 ne résultait que des ordres directs de M. Grémangou, soumission de Yekatom, paragraphe 23, ne sont pas étayés par la preuve présentée au procès, vue dans son entièreté, et ne diminuent en rien son degré de participation dans la commission des crimes. De la même façon, les arguments de M. Yekatom, selon lesquels les crimes commis par la Seleka auraient un effet quelconque sur son degré de participation ou même sur sa culpabilité, confère paragraphe 25 de ces soumissions, doivent être rejetés sur la base de l'inapplicabilité du principe du Tiokwekwe en droit international pénal. En ce sens, nous rappelons le jugement d'appel dans l'affaire Marty. En effet, et tel que mentionné par les juges de la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Marty, je le dis en français, dans la mesure où l'argument de Marty est une tentative de plaider que les actes pour lesquels il a été reconnu responsable ne devaient pas être considérés comme criminels parce qu'il répondait à des crimes commis entre lui et son peuple, cela doit être rejeté. Parce qu'il est bien établi dans la jurisprudence du tribunal que ces genres d'arguments fondés sur la réciprocité ne constituent pas un moyen de défense contre de graves violations du droit international et humanitaire. Concernant M. Ngaïsouna, ce dernier dédie une partie importante de ses soumissions à tenter de minimiser son degré de participation en plaidant notamment que ses contributions au crime étaient minimales, périphériques ou qu'elles n'ont eu qu'un effet marginal sur la commission des crimes. La réalité est pourtant tout autre. Les éléments de preuve au dossier ont en effet démontré le rôle essentiel de M. Ngaïsouna dans l'exécution du plan afin de reprendre le pouvoir en République centrafricaine en contribuant de façon significative aux activités des anti-Balaka, incluant la commission des crimes en finançant leur activité, en fournissant des armes,
en structurant les anti-Balaka et en demeurant au fait des activités sur le terrain, comme on en fait foi la preuve documentaire soumise au dossier. Nous vous renvoyons à nos soumissions au paragraphe 44 et aux soumissions finales écrites au paragraphe 187 à 188. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, nous abordons maintenant les circonstances personnelles de M. Yekatom et de M. Ngaïsouna et l'absence de circonstances atténuantes. À ce jour, aucun des deux accusés n'a exprimé de remords ou de regrets sincères pour les attaques et les crimes graves qui ont été commis à l'encontre des victimes que nous représentons. Ce qui est particulièrement troublant pour les victimes est la tentative des accusés de se présenter comme des défenseurs de la paix en République centrafricaine, voire même se présenter comme des victimes, ce qui apparaît aux yeux des victimes comme une insulte. Autant M. Yekatom que M. Ngaïsouna soumettent qu'ils n'ont jamais eu de sentiments anti-musulmans ou qu'ils ont de tout temps tenté de contribuer à la paix dans leur pays par plusieurs moyens. Nous citons ici les paragraphes 36 à 37 des soumissions de Yekatom et paragraphes 28 à 36 des soumissions de Ngaïsouna. La vérité démontrée par les nombreux éléments de preuve présentés lors du procès est pourtant bien loin de l'image que tentent de dépeindre les accusés d'eux-mêmes. Contrairement aux arguments avancés par M. Ngaïsouna dans ses soumissions écrites, selon lesquelles il aurait de tout temps été un défenseur de la paix et de la réconciliation et aurait pris des actions concrètes en ce sens. Nous citons ces soumissions au paragraphe 28 à 36. Les victimes soutiennent que les éléments de preuve du dossier démontrent plutôt le contraire. Le rôle fondamental de M. Ngaïsouna dans la propagation de la rhétorique anti-musulmane qui a tant fait souffrir la communauté musulmane et assimilée lors de la crise de 2013 à 2014. Les victimes contestent également fermement les arguments avancés par la défense de M. Yekatom, selon lesquels ce dernier aurait tenté de minimiser les préjudices causés aux victimes, notamment en respectant le principe de distinction ou en entreprenant les enquêtes appropriées afin de prévenir la commission de crimes ou encore en s'assurant que la population civile n'était pas effrayée par les actions de son groupe. Nous vous renvoyons à ces soumissions au paragraphe 33 à 34. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, les éléments de preuve présentés lors du procès sont diamétralement opposés à ces arguments avancés par M. Yekatom. Par exemple, aucune enquête réelle n'a mené à des conséquences pour les responsables des actes commis contre les personnes enlevées à l'école Yamouara, l'école
Yamwara, vous en avez entendu parler suffisamment, ce qui constitue la base principale des Anti-Balaka, et ayant conduit au meurtre sordide de Saint-Cyr Lapo Ngoma. Tout au contraire, la preuve a révélé que M. Yekatom avait même félicité l'auteur de ces actes. Nous vous envoyons à nos soumissions écrites au paragraphe 114. De plus, la preuve est irréfutable sur le fait que des milliers de civils de confession musulmane et assimilée ont fui l'avancée de M. Yekatom et de son groupe à Bangui et sur l'axe PK9 Mbaïki, spécifiquement de peur de subir les représailles par ce groupe, confère nos soumissions écrites au paragraphe 105, 125, 127, 129 à 130 et 132. Étant entendu que sur l'axe PK9 Mbaïki, je le dis pour les victimes qui nous entendent et pour voir un peu la gravité, l'étendue des préjudices, eh bien, l'axe PK9 Mbaïki dont on a entendu parler largement au cours de ce procès, il existe plusieurs villes et villages, dont Zila, Samba, Yamboro, Ndangala, Bimon, Kapu, Bosangwa, Berengo, Bobangui, Pissa. On a longuement parlé de Pissa dans ce procès. Contrairement aux affirmations de la défense de M. Yekatom, ce dernier n'a pas offert une assistance réelle et sincère aux victimes des événements de l'école Yamwara, comme il le prétend dans sa soumission au paragraphe 35. La réalité est plutôt que les victimes ont continué d'être complètement effrayées jusqu'à leur libération, de craindre pour leur vie, amenant même certaines d'entre elles à refuser de manger et qu'elles ont dû changer d'endroit de peur que les anti-Balaka de Yekatom, présents un de leur refuge, ne s'en prennent à elles. Si M. Yekatom avait réellement apporté une assistance sincère aux victimes de cet événement en tant que leader incontesté de son groupe, la situation aurait été entièrement différente. Comme M. Djido Saleh, M. Yekatom soutient que son offre de payer pour les frais d'enterrement du défunt démontre ses efforts d'aider les victimes pendant la période des crimes. Ce que la preuve révèle, cependant, est que M. Yekatom n'a jamais fourni cette assistance monétaire, mais également que la famille de M. Saleh n'a pas été en mesure d'assister aux funérailles du fait de la présence des anti-Balaka à Mbaïki. Nous nous référons à notre soumission finale écrite au paragraphe 139. Une fois encore, si M. Yekatom, en tant que leader incontesté de son groupe, avait réellement eu l'intention d'assister la famille de M. Djido Saleh, eh bien, la Croix-Rouge et la MISCA n'auraient pas eu besoin d'escorter le groupe afin de permettre la tenue de ces funérailles. Même dans l'éventualité
où la Chambre concluait que M. Yekatom Ngaïsona ou M. Ngaïsona aurait fait des gestes d'assistance envers les victimes, celles-ci soutiennent que ces gestes sporadiques, destinés plutôt à faire bonne figure que d'apporter une assistance sincère aux victimes, ne diminuent en rien la gravité des crimes qu'ils ont commis et ne devront donc avoir qu'un effet marginal sur la détermination de la peine à la lumière notamment des graves préjudices subis par les victimes. Les victimes ne peuvent également pas passer sous silence les arguments présentés par M. Ngaïsona, selon lesquels sa peine devrait être réduite puisque sa famille et sa communauté, incluant son Église, ont subi un impact financier et moral profond du fait de son emprisonnement. Confère soumission de M. Ngaïsona au paragraphe 41. À ce titre, l'impact que l'emprisonnement d'un accusé a sur sa famille est un élément commun et habituel des personnes condamnées par les tribunaux internationaux et ne peut pas ainsi, dans les présentes circonstances, être prise en compte en tant que circonstance atténuante, comme d'ailleurs indiqué dans la décision sur la peine dans l'affaire Bemba et autres du 22 mars 2017 au paragraphe 90. Confère la décision du 22 mars 2017. De plus, messieurs Yekatom et Ngaïsona soumettent tous les deux que l'absence de condamnation antérieure devrait être considérée par la Chambre dans la détermination de la peine. Or, sur cette question, les victimes vous renvoient aux affaires Al-Madi et l'affaire Bemba et autres, dans lesquelles il a été conclu que l'absence de condamnation antérieure est une caractéristique commune des individus condamnés par les tribunaux internationaux et ne représente donc pas une circonstance atténuante. Nous vous renvoyons à la sentence dans cette affaire au paragraphe 96. En effet, est tel qu'affirmé par les juges dans l'affaire Al-Madi, je le dis en français, une absence de condamnation antérieure est juste une caractéristique assez courante parmi les individus condamnés par un tribunal international et ne doit pas être considérée comme une circonstance atténuante. Quelques mots sont également nécessaires au sujet de la jonction des instances de messieurs Yekatom et Ngaïsona. Chacun des accusés vous demande en effet de considérer dans la détermination de la peine le temps qu'ils auraient, selon eux, perdu, c'est leur terme, du fait de cette jonction d'instances. Paragraphe 38 des soumissions de Yekatom et paragraphe 39 des soumissions de Ngaïsona. Donc, pour eux, que le temps qu'ils ont dit avoir perdu, eh bien que ces temps soient par rapport à la jonction de procédure, excusez-moi, messieurs et madame de la Cour,
Or, M. Ngaïsouna soutient même que les deux dossiers n'auraient jamais dû être joints et que la Chambre doit considérer le délai excessif passé par Ngaïsouna en détention dans sa détermination de la peine. Confère sa soumission au paragraphe 39. Les victimes estiment que ces arguments doivent être purement et simplement rejetés. En effet, la jurisprudence de cette Cour reconnaît que des délais sont normaux en cas de jonction d'instances et que ceci sert utilement la bonne administration de la justice et rien d'autre. Nous rappelons les décisions des juges dans l'affaire Gbagbo et Blegoudé en ce sens. De plus, la jurisprudence des tribunaux ad hoc reconnaît que les accusés d'un procès joint bénéficient des mêmes droits que s'ils étaient jugés séparément, mais qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure, de se plaindre de cette jonction de procédure. Nous vous avons cité ici la jurisprudence de l'ICTA. Les victimes soutiennent que même si la Chambre devrait conclure que certains délais ont été causés par la jonction d'instances, ceux-ci sont minimes et ne justifient pas une réduction de la peine à la lumière de l'extrême gravité des crimes, des circonstances aggravantes et des importants préjudices subis par les victimes du fait de la commission de ces crimes odieux. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, lors des dernières consultations avec nos clients, les victimes que nous représentons, aux fins de préparation des soumissions orales relatives tant à la culpabilité qu'à la peine, l'entièreté des victimes que nous représentons ont clairement indiqué que les deux accusés doivent recevoir une sentence importante afin que ceci ait un effet dissuasif pour quiconque serait tenté de commettre des crimes similaires en République centrafricaine. En effet, permettez-nous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, de vous exprimer le sentiment des victimes qui estiment que ce pays a trop souffert à cause des conflits à répétition, lesquels ont pour dénominateur commun la course au pouvoir et à n'importe quel prix. Et ce sont toujours malheureusement les victimes qui en subissent les conséquences. Pour les victimes, le fait que les accusés n'aient à aucun moment pendant le procès exprimé de remords, de compassion ou de regrets sincères à leur endroit et pour les terribles souffrances que d'aucuns appellent atrocités qu'elles ont subies est très important et devrait être pris en compte par la Chambre. Pour elle, c'est la culture de l'impunité qui est à l'origine de ce fléau et qu'une peine exemplaire sera un gage de non-répétition à laquelle les victimes
aspirent toutes. De l'avis des victimes, la peine imposée par cette Chambre devrait être proportionnelle aux souffrances qu'elles ont subies. Et les juges ne devraient pas faire preuve d'indulgence dans leur détermination de la peine appropriée. Ce point a été particulièrement souligné par un grand nombre de victimes qui participent à la procédure et qui ont également mis l'accent sur le fait qu'à ce jour, les victimes en République centrafricaine n'ont pas pu obtenir justice pour les crimes commis dans leur pays depuis des décennies, circonstances qui perpétuent l'impunité et qui encouragent ce cycle de violence. Pour l'ensemble des raisons que nous venons d'exposer et sur le fondement des principes de rétribution et de dissuasion, la grande majorité des victimes a clairement exprimé le souhait que la Chambre rende une peine exemplaire. Nous représentons les victimes, la majorité a parlé de 30 ans d'emprisonnement pour chacun des accusés. En effet, la contribution essentielle fournie par chacun des accusés justifie qu'ils soient condamnés à la même peine, malgré qu'ils soient poursuivis avec des méthodes de responsabilité différentes. Car les faits à leur reprocher sont trop graves, pour ne pas paraphraser ce qu'a dit tout à l'heure le procureur adjoint. Cela conclut ainsi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, nos soumissions au nom des 1673 victimes que nous représentons. Nous vous remercions pour votre attention. Thank you very much, Ms. Tuzima. Mr. Seprun, can you already foresee how long your submissions will be? Mr. President, I estimate that it will not take more than 30 minutes. I think then you should start and finish that now. We give you the floor. Thank you. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Tout d'abord, je réitère entièrement par référence mes soumissions écrites relatives à l'éventuelle peine à être infligée à Monsieur Yekatom, au cas où il serait reconnu coupable pour la commission du crime sous le chef d'accusation 29, qui est le crime de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe anti-Balaka, et de leur utilisation pour participer activement aux hostilités. Pendant mon intervention, principalement, je vais aborder certains arguments avancés par la défense de M. Yekatom dans ses omissions écrites respectives. Premièrement, la défense de M. Yekatom soumet qu'au cas où M. Yekatom serait reconnu coupable pour la commission du crime sous le chef d'accusation 29. La Chambre devrait évaluer à nouveau les demandes de participation de toutes les victimes, anciens enfants soldats des anti-Balaka, qui sont du nombre de 292 et qui ont été autorisés à participer au procès dans la présente affaire.
Je soumets respectueusement que cette demande de la défense n'a aucun fondement juridique, puisqu'elle ne trouve aucun soutien dans les textes juridiques, ni dans la jurisprudence de la Cour. Je rappelle qu'une demande de participation des victimes est un document purement administratif qui est déposé devant la Cour avec un seul objectif, de permettre à la Chambre de déterminer si l'individu peut être admis à participer au stade concerné de la procédure en tant que victime, conformément aux critères applicables. Je rappelle également que la demande de participation est examinée conformément au standard de la preuve prima facie, qui est le standard de la preuve le plus bas devant la Cour. Or, le procès dans la présente affaire est déjà terminé et la Chambre est maintenant au stade de la détermination de la responsabilité pénale de deux accusés, donc y compris M. Yekatom, ainsi que de la détermination de l'éventuelle peine à leur infliger. Au fond de sa détermination, la Chambre n'est censée se fonder que sur les preuves produites au cours du procès. Je rappelle que conformément à la pratique établie de la Cour, les demandes de participation des victimes ne constituent pas des éléments de preuve. Et donc la Chambre n'est pas censée s'appuyer sur ces pièces dans sa détermination en vertu des articles 74 et 76 du Statut de Rome. Donc je me pose la question de savoir sur quel fondement juridique la Chambre devrait-elle évaluer à nouveau et à ce stade de la procédure les demandes de participation de toutes les victimes. Et en plus, conformément au standard de la preuve le plus élevé applicable à ce stade, qui est le standard au-delà de tout doute raisonnable. Parmi les 292 victimes anciens enfants soldats du groupe anti-Balaka, qui ont été admises à participer au procès, seulement 3 victimes ont été appelées pour témoigner devant la Chambre. Une victime a été appelée par l'accusation et 2 victimes ont été appelées par le représentant légal. Certes, le récit de 3 victimes concernées qui ont déposé dans le procès sera évalué par la Chambre sur la base du standard de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Or, à nouveau, je me pose la question de savoir sur quel fondement juridique et dans quel objectif la Chambre devrait-elle réévaluer les demandes de participation de toutes les autres victimes participantes à ce stade, aux fins de détermination de la responsabilité pénale et de l'éventuelle peine à être infligée, en particulier au regard de M. Yekatom. Selon la défense de M. Yekatom, cette réévaluation est nécessaire, eu égard aux allégations sérieuses relatives au statut dit fabriqué des enfants soldats dans cette procédure. Or, le rôle de la Chambre dans la présente procédure est de déterminer la responsabilité pénale de 2 accusés qui sont devant elle, donc M. Yekatom et M. Ngaïsona. Et en cas de condamnation, d'infliger une peine appropriée. Au fond de cette détermination, la Chambre a, sans aucun doute, le pouvoir et la compétence d'examiner la crédibilité des témoins, la valeur probante de leur témoignage, ainsi que la valeur probante des autres éléments de preuve produits au procès.
La Chambre, dans cette procédure, a sans aucun doute le pouvoir et la compétence de décider, à la lumière des soumissions des participants, y compris les allégations en question de la défense, de ne pas prendre en considération l'entièreté, une partie des témoignages de certains témoins, pour manque de crédibilité ou bien de valeur probante. Or, cette Chambre, dans le cadre de cette procédure, n'a pas de pouvoir d'établir la responsabilité pénale de toute autre personne, autre que M. Yekatom, pour des actes ou omissions relatives à la fabrication alléguée du statut d'enfant soldat des Anti-Balaka. En fait, au cas où M. Yekatom serait reconnu coupable pour la commission du crime sous le chef d'accusation 29, cela signifierait que la Chambre aurait déterminé, sur la base des éléments de preuve produits au procès, et au-delà de tout doute raisonnable, comment un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans auraient été enrôlés ou conscrits dans le groupe anti-Balaka de M. Yekatom, ou bien au moins un ou plusieurs enfants soldats de moins de 15 ans auraient été utilisés pour participer activement aux hostilités. Des actes ou omissions allégués relatifs à la fabrication du statut d'enfant soldat qui auraient été commis bien après les paramètres temporels de la présente affaire n'ont aucune pertinence pour la détermination de la responsabilité pénale de M. Yekatom à cet égard. Deuxièmement, pour la même raison, donc à cause d'absence de toute pertinence pour la détermination de la responsabilité pénale de M. Yekatom au regard du chef d'accusation 29, et contrairement aux arguments de la défense, des actes ou omissions allégués ne pourraient en aucun cas constituer une circonstance atténuante aux fins de la fixation de l'éventuelle peine à être infligée à M. Yekatom au cas où il serait reconnu coupable pour la commission du crime sur le chef d'accusation 29. Troisièmement, la défense de M. Yekatom soumet que dans les affaires précédentes devant cette Cour, en particulier dans les affaires Lubanga, Ntaganda et Ongwen, il s'agissait d'une campagne large visant à recruter d'enfants dans les groupes armés respectifs, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Or, la gravité du crime sous le chef d'accusation 29 ne saurait en aucun cas être diminuée, même si la Chambre aurait trouvé que seulement un nombre limité d'enfants de moins de 15 ans a été enrôlé ou conscrit, ou bien utilisé pour participer activement par le groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Cela est parce qu'il s'agit de l'un des crimes les plus graves en vertu du statut de Rome, le crime commis contre des enfants étant la catégorie des victimes parmi les plus vulnérables. En fait, un grand nombre de victimes pourrait constituer une circonstance aggravante. Mais un nombre limité de victimes ne diminue pas la gravité du crime en question en tant que tel. Par ailleurs, il convient de noter que ni l'accusation, ni moi-même, nous n'avons pas avancé dans nos soumissions écrites respectives l'existence d'une circonstance aggravante eu égard au grand nombre des victimes, ainsi enfants soldats qui ont subi le crime sous le chef d'accusation 29. Quatrièmement, au
aux fins de la détermination de l'éventuelle peine à être infligée à M. Yekatom. La défense de M. Yekatom a soumis les déclarations écrites de 9 témoins en vertu de la règle 68.2b du règlement de procédure et de preuve. Ces déclarations ont été admises en preuve. Or, à moins que certaines pièces qui auraient accompagné les déclarations n'aient pas été divulguées aux représentants légaux, il apparaît que la défense n'ait produit, ni versé dans le dossier, aucune pièce d'identité des témoins concernés. En conséquence, l'identité de ces personnes n'ont pas été dûment établies. Et donc, leurs déclarations ont trait à un témoignage anonyme qui n'est pas permis devant la Cour. Et donc, ces déclarations n'ont en conséquence aucune valeur probante. La Chambre se souviendra que j'ai soulevé auparavant dans mes soumissions écrites finales le même problème, s'agissant de la plupart des déclarations de témoins soumises par la défense en vertu de la règle 68.2b au cours du procès. Au moins au stade du procès, le greffe était en charge de certification des déclarations, bien que je suis persuadé que cela ne soit pas suffisant pour remédier à l'absence dans le dossier de l'affaire de moindres preuves de l'identité des témoins dont les déclarations ont été admises en preuve sans pour autant qu'il ait jamais apparu devant la Chambre. Toutefois, contrairement au stade du procès, au présent stade, la Chambre a décidé que la certification par le greffe des déclarations écrites soumises en vertu de la règle 68.2b n'est pas nécessaire. Donc, cela est encore plus problématique à ce stade. En fait, si aucune pièce d'identité n'a été produite au cours de l'entretien avec les témoins concernés, ni montrée aux témoins pour leur approbation, ni versée dans le dossier, tout simplement, ces déclarations n'ont aucune valeur probante. Elles ne doivent pas être prises en considération par la Chambre dans sa détermination. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, que s'agissant des 2 témoins, des 2 victimes que j'ai appelées témoigner dans ce procès, moi, en tant que représentant légal, j'ai apporté et j'ai versé dans le dossier des pièces d'identité. Et vous vous souvenez à quel point la défense de M. Yekatom a contesté l'identité de ces personnes. Ils ont fait leurs enquêtes, ils ont même réclamé de leur envoyer les photos des témoins, parce qu'ils avaient un problème avec l'identité de ces personnes. Or, dans leurs déclarations écrites pour les témoins qui ont été soumises en vertu de la règle 68.2b, les témoins que personne dans cette salle d'audience, sauf la défense, n'a jamais vus. En outre, aucune pièce d'identité n'a été soumise. Donc, ça se présente qu'on ne sait pas, nous ne savons pas qui sont ces personnes-là. Les autres participants n'avaient pas la possibilité de faire leurs enquêtes sur leur identité. Donc, c'est pour cette raison que je demande respectueusement à la Chambre, et c'est à titre de l'équité, et pour éviter des doubles standards, de tout simplement prendre en considération le fait que pour ces déclarations de témoins, la défense n'a jamais versé aucune pièce d'identité et que l'identité de ces personnes n'a jamais été établie. Cinquièmement, si par extraordinaire, la Chambre devait décider de s'appuyer sur les déclarations écrites des témoins soumises par la défense,
en vertu de la règle 68.2b, sans que leur identité ait été établie. Je note que le témoin D298019 parle entre autres de la participation de M. Yekatom dans le désarmement des jeunes, ainsi que des efforts qu'il aurait déployés pour aider les jeunes à trouver l'emploi. Je note que cette déclaration est très vague, puisqu'il n'en ressort pas de quels jeunes il s'agit. Des jeunes de l'ethnie musulmane ou chrétienne, ni si parmi ces jeunes, il y avait au moins certaines jeunes qui ont précédemment fait partie du groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Peu importe leur âge. Je présume qu'aucun de ces jeunes n'a jamais précédemment fait partie de son groupe. Au fait, dans ses soumissions écrites, la défense de M. Yekatom ne fournit pas de moindres preuves s'agissant de moindres efforts que M. Yekatom aurait déployés par rapport aux jeunes qui ont précédemment fait partie de son groupe anti-Balaka. Toujours, peu importe leur âge. La défense ne fait même pas mention de la décision de M. Yekatom de démobiliser des jeunes qui ont fait partie de son groupe, suite à l'initiative de l'UNICEF. Cela bien à juste titre, puisque rien dans le dossier n'indique que M. Yekatom a jamais déployé de tels efforts. Et même sa décision d'accepter la proposition de l'UNICEF de démobiliser les jeunes de son groupe n'a pas été fondée sur des raisons humanitaires ou sur des intentions sincères de M. Yekatom. Mais cette décision a été plutôt fondée sur des raisons purement pragmatiques. Sans répéter les arguments à ce sujet, déjà inclus dans mes soumissions écrites, je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur un aspect additionnel lié à cette démobilisation. Comme nous le savons, au fin de la démobilisation, des listes des jeunes ont été établies sur la base des informations fournies par les subordonnés de M. Yekatom. M. Yekatom a sans doute vu ces listes, puisqu'elle a signé une décharge. Donc, à l'époque, M. Yekatom a vu que parmi les jeunes concernés, il y avait eu des individus de différentes tranches d'âge, y compris des jeunes avec l'âge de moins de 15 ans. Donc, il est raisonnable de dire qu'en approuvant les listes en question, M. Yekatom a été d'accord à l'époque que parmi les jeunes qui ont fait partie de son groupe étaient également des enfants de moins de 15 ans. En tant que militaire professionnel de carrière, M. Yekatom savait, ou bien il a été censé savoir, que le recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe anti-Balaka pourrait constituer un crime pour lequel il pourrait être tenu responsable. Il a toutefois approuvé les listes. Si M. Yekatom avait été en désaccord par rapport à l'information relative à l'âge des jeunes estimés de moins de 15 ans qui ont fait partie de son groupe, tout en étant conscient, en tant que militaire professionnel, qu'il pourrait être tenu responsable pour cela, il aurait pu exprimer son désaccord avec l'information sur l'âge des jeunes estimés de moins de 15 ans. Ou bien il aurait pu simplement ne pas approuver les listes. Mais il n'a pas fait.
il aurait pu aussi faire une déclaration du genre, que bien qu'il ne le savait pas avant, il a constaté, après avoir vu les listes, qu'il paraissait qu'il y a eu des très jeunes individus dans son groupe et que c'est une raison de plus pour démobiliser ces jeunes puisqu'ils n'ont pas de place dans l'armée. Il ne l'a pas fait non plus. En revanche, il a expliqué son consentement de démobiliser tous les jeunes, peu importe leur âge, simplement parce qu'il n'avait plus d'argent pour les nourrir. C'est seulement avec le début de la procédure dans cette affaire devant la Cour que M. Yekatom a commencé à fermement contester que parmi les jeunes qui ont fait partie de son groupe et parmi les jeunes qui figuraient sur les listes des jeunes à démobiliser, il y avait eu des enfants de moins de 15 ans. Il n'y a qu'un doute que M. Yekatom a le droit de se défendre avec des moyens jugés appropriés. J'anticipe aussi les répliques de la défense qu'à l'époque, M. Yekatom n'avait pas vu de pièces d'identité des jeunes concernés et que seulement dans le cadre de ce procès, que les membres de son équipe ont découvert que les jeunes avec l'âge estimé de moins de 15 ans étaient au fait en réalité âgés de plus de 15 ans à l'époque. Or, mon point est différent. Dans les deux cas, peu importe si à l'époque M. Yekatom soit ait accepté les présences d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe, soit n'est pas considéré nécessaire de mettre en doute l'information relative à l'âge de certains jeunes présents dans son groupe. Cela se présente comme si M. Yekatom n'avait aucun souci, ni aucun problème, s'agissant de l'âge des jeunes qui ont fait partie de son groupe. Cela se présente aussi qu'il n'avait à l'époque aucune crainte de faire face à un certain moment, un certain jour, à une poursuite pour la commission du crime de conscription ou d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans son groupe armé anti-Balaka et leur utilisation active pour participer aux hostilités. Sans vouloir m'engager encore plus dans mes réflexions à cet égard, je demande respectueusement à la Chambre de prendre en considération les circonstances que je viens de décrire dans sa détermination relative à l'éventuelle peine à être infligée à M. Yekatom au cas où il serait reconnu coupable, au regard du chef d'accusation 29. Pour le moins comme démonstration de l'attitude, je dirais légère, de M. Yekatom par rapport à l'âge des jeunes qui ont fait partie de son groupe. Cela m'amène à mon dernier point. Bien que la défense de M. Yekatom ait soumis certains éléments de preuve pour démontrer des efforts déployés par M. Yekatom en fin de contribution à la cohésion sociale, il n'a soumis aucune preuve que M. Yekatom, par exemple, se serait jamais intéressé du sort des jeunes qui ont fait partie de son groupe anti-Balaka après leur démobilisation, peu importe leur âge. En fait, à cause de leur expérience dans le groupe anti-Balaka, des jeunes âgés de 15, 16 ou 17 ans pourraient faire face au même risque que des enfants de moins de 15 ans ont systématiquement fait face à leur retour dans leur communauté respective, en particulier à la stigmatisation par leur famille et communauté, ou bien à des problèmes de réintégration sociale.
M. Yekatom était censé savoir, ou bien au moins entendre parler de ce genre de problème que les gens démobilisés du groupe anti-Balaka ont fait face. En tant qu'ancien commandant de ces jeunes, et surtout puisqu'il avait une certaine autorité pendant les périodes lorsqu'il était député, M. Yekatom aurait pu déployer, s'il avait effectivement souhaité, des efforts pour contribuer à la réconciliation des jeunes démobilisés de son groupe anti-Balaka avec leurs familles et communautés respectives, puisque cette réconciliation a été aussi bien importante pour la cohésion sociale, tout comme la réconciliation entre les communautés chrétiennes et les musulmans. Pour conclure, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, les victimes anciens enfants soldats du groupe anti-Balaka de M. Yekatom ne cherchent pas à se venger de leur ancien commandant. Or, les victimes demandent la justice et estiment qu'au cas où M. Yekatom serait reconnu coupable pour le crime auquel ils ont fait l'objet, la peine à être infligée doit proprement refléter la gravité du crime en question. Il doit tenir compte des multiples formes de préjudice que les victimes ont subies. Aussi bien le préjudice immédiat qu'à long terme, que les victimes continuent à subir jusqu'à aujourd'hui, malgré le temps écoulé après les événements. Ainsi, les victimes anciens enfants soldats, les anti-Balaka estiment que la peine d'emprisonnement 20 ans au moins à être infligée à M. Yekatom serait juste et équitable dans les circonstances. Pour les victimes, la justice est la punition adéquate de celui qu'ils considèrent responsable du crime qu'ils ont subi sont des composants essentiels de leur parcours long et douloureux vers la paix durable au niveau individuel, familial et communautaire. Que la justice soit rendue. Je vous remercie. Thank you. I assume the defense does not want to start after a break, so then this concludes the hearing for today. We continue tomorrow at 9:30. All right, veuillez vous lever.